È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi.
comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Itere Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Itere Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Itere Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Bonjour, bienvenue à cette rencontre du titre Brique sur brique, la force des liens, qui, comme je vais vous dire, a comme invité des bâtisseurs du bas de la société et un grand valorisateur de ces constructions, c'est son éminence, le cardinal Zuppi, qu'on va remercier infiniment pour sa présence. La question n'est pas une question de professionnels, mais c'est une question qu'on a toujours. Comment on peut espérer avoir confiance dans une période dans laquelle il y a vraiment beaucoup d'événements historiques difficiles comme les guerres, les conflits? Comment peut-on avoir confiance sans penser qu'il faut se réfugier dans le petit, dans le beau, en oubliant tout le reste?
Je vais faire référence à deux phrases. L'une qui a inspiré le pontificat du pape Ratzinger, la phrase sur les minorances créatives. Les jours dans lesquels Jean-Paul II est mort, Ratzinger était à Subiaco et il a dit « En ce moment où tout est en train de mourir, il faut répartir par des minorances créatives des lieux où on vit la vie. » Comme le thé, le Saint-Benoît. Saint-Benoît avait revu tout ça dans un endroit où on peut voir qu'il est rejoignable. En dehors de Rome, il a commencé à construire quelque chose qui a changé la société de Saint-Benoît. Et ce frère fait écho d'une affirmation d'un philosophe américain, Amini Stickenstein, reprise plusieurs fois par Jussan et qui disait « Un point de défi décisif pour l'histoire la plus ancienne en ce moment-là, on l'a eu quand des hommes et des femmes de bonne volonté se sont éloignés du devoir de l'Empire romain. Donc le devoir le plus important, c'était de faire en sorte que la vie morale devait être soutenue. Ce thème est la force du lien. La force du lien, qu'est-ce que ça veut dire la force du lien? L'idée des rapports qui renaissent dans des lieux qui semblent impossibles, où on peut avoir des relations, sans attendre que le pouvoir reconstruise tout ça. La force des liens remet là-bas une nouveauté qui est tout de suite pour quelqu'un, dans des points où il y a quelque chose qui renaît, et ça n'attend pas l'empire qui prennent le sujet en ça. C'est pas un principe moral, c'est un principe de l'Église qui est l'idée de la subsidiarité qui a été proclamée en 1941 sur l'idée qu'aucune réalité au niveau le plus élevé peut remplacer quelque chose qui part du bas, mais qui aujourd'hui, en 2025, il veut dire quelque chose de plus, qui ne veut pas dire seulement organisation, mais qui est un point de départ où l'humain peut renaître, où à la place de l'individu, il y a le bien-être de la communauté, et où il y a le désir, la foi, l'idéal, reconstruit là-bas et qui donne la force d'une reconstruction nouvelle là-bas et qui puisse être comme exemple pour en général. Aujourd'hui, un principe de ce type a été repris. L'ex-gouverneur de la Banque d'Inde, Raj, un économiste du niveau mondial, a écrit un livre, Le troisième pilastre, et il dit qu'il faut des lieux où il naît quelque chose de nouveau. On est en train de faire une bête sur cette méthode. On va écouter d'autres interventions, par exemple Dom Matteo, un nom évocatif. Ça a l'air de fonctionner, ce nom. C'est la 15e série, et donc pour voir ce que ça veut dire, je veux terminer mon introduction en disant deux choses. La première chose, c'est que cela mène non seulement à la société un slogan qui peut sembler bizarre entre nous, mais qui est encore plus société-État. Comme on le disait il y a 30 ans, plus société et non pas État. Mais il y a plus de société et collaboration avec l'administration, tous ensemble. Comme la Fondation pour la subsidiarité nous a dit, à qui on a donné le prix au président Mattarella pour la subsidiarité, et il disait la subsidiarité, c'est une garance pour la liberté, pour les personnes et pour les corps sociaux,
qui concourt à l'intérêt général et qui, pour la pluralité des rapports, s'adopère pour régénérer de manière continuelle avec ces valeurs d'humanité et d'éco-responsabilité qui représentent l'un des points les plus précieux de notre modèle social et européen. Et donc, un président de la République qui épouse cette méthode et qui nous aide à construire cette méthode. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas du petit et du beau, mais on parle de quelque chose de général et qui espère d'être méthode. Donc, je suis très curieux d'écouter cette méthode à travers mes invités. Je vais donc introduire mes invités et, comme par exemple Maïla Kouaïa, coopérative sociale Nazareno, qui va nous raconter d'une expérience impressionnante à l'intérieur de personnes porteurs de handicap dans la ville de Bologne. Ensuite, je vais vous présenter Jenny Guarilla, qui est présidente de l'association Icaro à Naples, dans le Rione Sanità. Et Naples, ce n'est pas seulement le négatif dont on parle. Ensuite, on parle de Chiara Griffini, qui est la présidente du Service national pour la protection des mineurs de la CEI, qui va nous raconter que même quand il y a des situations très difficiles, on peut répartir. Enfin, on a Luigino Quarchioni du Forum secteur tertiaire des Marches, de la région Marche, et Paolo Gobbi, qui est le président du Centre de services pour le bénévolat des Marches, qui vont nous démontrer comment cela fait référence au public. Donc, ils vont nous montrer un petit film sur cela. Je vais donner la parole à Maïla pour son intervention. Merci à toutes. Merci Giorgio. J'apporte ici mon témoignage en partant de la terminologie de la parole témoigne, celui qui atteste, pas ce qui fait. Parce que je ne devrais être ici aujourd'hui, mais tous ceux qui ont commencé l'œuvre du Nazareno. Ma contribution s'inscrit au sein d'une longue histoire qui part de deux collaborateurs dont prêtre Sergio Zigni et Marco Viola, actuel président et vice-président du réseau des coopératives Nazareno, qui ont démarré avec un centre du jour dans un modeste lieu dans école d'hôtelier fondée dans les années 50 dans la ville de Carpi, en province de Modène. Il n'y a pas d'espace pour raconter l'histoire de cet homme très éclairé, mais on commence par l'école hôtelier où on a commencé à donner des opportunités aux jeunes frappés par la guerre, l'opportunité d'une profession, d'un travail, d'espoir, de reconstruction. Il y a quelques années, au meeting, il y avait une exposition très belle sur Mingardi, et tout ce qui était né de cet homme éclairé, mais il y a une forte communion entre ces deux hommes, les pierres vives de cette coopérative d'où tout est né, toujours avec ce prêtre. Dans les années 80, l'urgence principale du territoire en toute Italie n'était pas seulement les orphelins de guerre, mais chercher à trouver des réponses pour des garçons avec des atteints d'handicap parce qu'ils étaient clôturés à la maison. Et la cellule germinative de la coopérative Nazareno naît pour donner précisément cette réponse, pour ouvrir un centre de jour. Et puis, en suivant les exigences de ces personnes, il est né tout ce que nous avons. Un réseau de 5 coopératives sociales qui se sont structurées dans les années 90, lorsque la loi a permis la naissance de ces coopératives de type A et B.
le deuxième pour l'insertion au travail en situation désavantagée. Donc tout est né en suivant les besoins, les demandes de ces personnes. Il y a une anecdote que nous avons le plaisir de partager avec vous de Cesare qui fréquentait le centre de jour qui disait à Marco, eh bien Marco, tu m'avais dit que tu avais ouvert les Nazarénos de nuit, mais il n'y a pas de Nazareno de nuit. Et donc, vu que Marco Béola était au téléphone, pensait de couper le fil du téléphone pour protester pour le fait que le centre de nuit n'était pas encore ouvert. Et la maison Nazareno di Notte est née en suivant cet exemple. C'est un peu le signe de ce qu'il voulait représenter. Il y a des maisons en centre résidentiel, en centre de formation professionnelle. Et tout a été fait en suivant au cas par cas avec le dialogue de l'organisation publique qui parfois nous a mis des obstacles, mais grâce à ces obstacles précisément que cette créativité s'est élargie. Aujourd'hui, nous avons cette grande réalité qui donne du travail à environ 66 personnes. Et mon histoire avec la coopérative Nazareno, début en 2000, elle s'est développée dans la réalité du Modène, à Carpi en particulier. J'étais diplômée et à Bologne, en directeur d'un musée dans le centre de Bologne, cherchait à réaliser une coopérative pour gérer un musée avec des patients psychiatriques et n'avait pas trouvé de disponibilité sur le territoire parce que projet c'était un peu bizarre parce que les coopératives étaient traditionnellement engagées dans le secteur du verre du nettoyage dans ces années-là. Donc, cela était une circonstance fortuite. Donc, le directeur avait connu la coopérative Nazareno qui n'existait pas à Bologne, mais existait Maïla qui cherchait du travail. Et donc, j'ai commencé et démarré avec ce petit groupe de patients qui sortaient d'un centre de jour dans le projet, dans le cadre du projet lié au musée de Bologne. Je n'avais jamais imaginé dans ma vie que tout cela aurait donné le but à toute une série d'initiatives nées dans le domaine de la psychiatrie, qu'aujourd'hui nous voit engagés dans le domaine de l'insertion au travail et dans la réhabilitation. Celui de l'insertion au travail s'est développé dans le domaine du musée. Et puis, on a eu les soins aussi, qui étaient les domaines significatifs de notre réalité. La résidence psychiatrique qui accueille beaucoup de gens très jeunes avec des troubles mentaux très importants. Cette structure s'appelle Casa Mantovani et c'est la situation qui draine mes énergies les plus. Et au fil des années, en 2006, d'autres initiatives sur la santé mentale avaient été nées. Et donc, on avait cette exigence de donner une continuité aux personnes qui ne pouvaient pas rentrer à son propre domicile. Voilà la réalité la plus complexe à laquelle nous devrons faire face. Parce qu'il s'agit d'une réalité qui demande un savoir-faire et un savoir-être surtout. Et un savoir modélé par rapport aux besoins émergents et aux demandes. N'imaginez pas une communauté psychiatrique telle que l'imaginons dans un imaginaire collectif. Mais il s'agit d'une maison qui accueille les jeunes de 18 jusqu'à 25 années
qui portent de façon caricaturelle les drames et les dilemmes qu'ils ont vécus et que la vit la génération actuelle. Une génération qui est signée par une anthropologie qui a fait de l'individualisme, de la performance, de drapeau du succès et du développement de la personnalité l'emblème. Mais ce sont les catégories qui ont mis en difficulté beaucoup de jeunes qui ont pu se défendre de leurs angoisses internes en montrant des symptômes psychopathologiques. Personnellement, je crois que cette société soit une société liée à cette anthropologie qui montre que tout le monde est malade et tombe malade. Dans l'invitation à cette rencontre, Giorgio m'a demandé ce qui était le non-profit et quoi qu'il peut apporter dans la société. Et je crois que le non-profit soit à la base quelque chose de gratuit et qui peut apporter un élan de désir de bâtir quelque chose qui les autres projets à la table ne sont même de mettre en œuvre. Les projets ne peuvent naître à la table, comme on disait, mais par des noms de communion qui s'établissent, qui demandent dans notre travail de repenser jour par jour. Ce que je désire, et j'espère que cette rencontre soit suivie par les autorités locales, les autorités régionales et nationales, de faire attention à ne mettre un obstacle, en difficulté cette réalité, parce qu'il y a une dérive de managementisation, pardon les néologismes, par lesquels ce qui fait des lois met en difficulté les personnes qui veulent œuvrer dans ce domaine. Notre réalité est née avec un élan, une vocation réhabilitative très forte. Aujourd'hui, nous sommes été déterminés comme des maisons de soins privées dans le domaine de la santé. Le grand défi, c'est celui d'harmoniser cette demande institutionnelle avec les visages des personnes qui se rencontrent. Il ne s'agit pas d'une réalité facile, même à cause de disparités de ressources dans ce secteur, mais nous sommes regardés comme ceux qui ont des difficultés. Donc, je voudrais remercier pour votre écoute et je m'étais ici. Merci Giorgio. J'espère avoir respecté le temps du discours. Passons de Bologne à Naples avec Jenny. Oui, on va regarder une vidéo pour commencer. Le quartier Sanità a besoin d'un lieu dans lequel on peut se retrouver et où on peut se confronter parce qu'il y a une réalité très belle et qui vaut la peine de vivre. Ce n'est jamais un lieu de peur et un bel endroit. C'est un bel endroit. C'est une belle expérience avec beaucoup de gens. C'est très important pour notre quartier et pour notre vie. Icaro est la réponse à la criminalité parce que l'alternative à la criminalité est l'étude, la formation, le rapport, être avec des personnes qui vivent d'une manière différente. Donc, pouvoir démontrer à d'autres qui ont eu moins de chances qu'on peut vivre de manière différente.
è un posto dove io Icaro est un endroit où je vais, pas seulement pour les cours de maths et de physique, mais c'est un endroit où je vais surtout pour accomplir un acte de gentillesse envers moi-même. Après des années d'études, après 2 ans de sciences et de l'éducation, j'ai réussi à m'améliorer et réussir à avoir succès en maths. Je suis arrivé ici à ma troisième année de lycée. J'avais perdu mes espoirs sur beaucoup d'aspects à partir de l'école et je voulais même laisser l'école, mais grâce à l'aide de la prof génie, à la création de la naissance de ce centre, j'ai réussi à retrouver la motivation pour étudier et même dans la vie, donc pour poursuivre mes études. Cela a été une expérience qui m'a aidé à comprendre comment ces petits gestes sont importants, surtout quand il y a derrière l'envie d'étudier. J'ai vu grandir encore une fois l'envie d'étudier, quelque chose que je peux apprendre de plus et pour créer mon avenir. Ce qui m'a touché le plus, c'est de voir des enfants, des jeunes qui arrivaient, qui ne regardaient que les livres dans lesquels ils étudiaient. Et ils partaient d'ici avec le sourire. Pour t'accepter, cette méthode a été très utile même pour moi. Ceux qui ont besoin de quelque chose, même au-delà d'un cours, mais c'est vraiment un regard pour l'autre qui l'aime. Gratuitement, ils te donnent leur temps, leur attention et leur amour. C'est un lieu, Icaro, où on peut rencontrer ce désir d'apprendre qui est présent dans les jeunes et à la fois mon désir d'être utile au monde. C'est une belle expérience parce que à la place de rester à moisir dans les lits, 8 heures par jour, j'ai eu la possibilité de sortir de la maison et de trouver un peu de motivation pour faire semblant d'étudier, par exemple. La volonté de se remettre debout, de se sentir accueilli, c'est une expérience qui m'a touché profondément. On vit par amour de quelque chose qui est en train de se passer maintenant. L'amour est quelque chose qui bouge le monde, donc on doit se concentrer sur ce qui se passe maintenant et c'est très important pour nous. On vit par amour de quelque chose qui se produit maintenant. Comme vous avez vu à travers la vidéo, l'association Icaro est une association qui aide les jeunes à étudier. Mais je veux vous raconter ce qu'il y a à l'intérieur de notre association et de ce qu'on vit à Icaro. L'association naît d'un désir d'un groupe d'amis, d'enseignants, de créer un lieu où les jeunes pourraient rencontrer quelqu'un qui les aiderait dans leurs études, mais surtout une association qui pourrait partager leur vie. C'est un lieu où il y a surtout des jeunes des écoles supérieures, donc on les aide avec l'étude des italiens, de maths et même l'italien aux étrangers. Il y en a beaucoup, comme vous avez même vu à travers la vidéo. On travaille avec les écoles du territoire, dans les quartiers sanitaires, où il y a une densité très complexe. Il y a beaucoup d'écoles à côté de notre centre. On collabore avec le soutien de Don Enrico Assini, qui est le curé du village, par exemple. Ce que j'ai vu se passer durant ces années, c'est que les nombreux bénévoles et jeunes qui se sont même lancés dans ce modèle est une famille. Donc c'est un mot famille qui va se répéter beaucoup à travers l'expérience des jeunes qui viennent chez nous, parce qu'il y a un climat d'amitié, une certaine manière de vivre qui touche les personnes qui viennent à Icaro et qui touche même moi-même en premier, parce que personnellement, et j'en ai pu faire expérience dans la dernière année que j'ai passée, parce qu'en décembre 2023, j'ai perdu malheureusement mon fils Vittorio à l'âge de 18 ans.
et qui a l'intitulation de notre association. Et je suis revenu à Icaro presque immédiatement après sa mort. Et quand je rentrais à la maison le soir, j'étais toujours étonné parce que je sentais mon cœur en paix. Et je n'étais pas capable de m'expliquer cela parce que je me demandais beaucoup de choses. Comment une mère qui a perdu un enfant peut-elle être en paix? Je me suis aperçu de cette chose que à travers ces liens, à travers ces visages, ces histoires que je rencontrais à Icaro, je voyais se produire le miracle d'une humanité qui renaît. Et c'est là, mais vraiment évident, que la peur, la fragilité, la douleur ne sont pas le dernier mot sur l'être humain. Nicodème avait demandé à Jésus, peut un homme renaître quand il est âgé? Oui, il peut renaître parce que la volonté de quand on est âgé peut même renaître quand on est enfant, par exemple. Pour la brevité du temps, je veux vous citer deux faits, deux événements qui se sont passés cette année. La rencontre avec Ilaria, par exemple, une fille qui a abandonné l'école et quand elle est venue à Icaro, elle était en train de passer une période vraiment sombre parce qu'elle pensait que sa vie ne valait plus rien et que cette vie pouvait même se terminer en ce moment-là. Je l'ai petit à petit sortir de ce vide parce qu'elle s'est peut-être tout simplement aperçue que quelqu'un l'attendait, quelqu'un l'aimait ainsi, si simplement. Et elle a écrit ceci. J'ai rencontré un lieu où j'ai recommencer à respirer, où il n'y avait pas pression d'être bien, mais où il y avait temps d'être fragile. J'ai rencontré des personnes qui ont su rester en silence avec respect et avec soin, sans jamais me dire ce que je devais faire, mais à me faire comprendre que je pouvais réussir. Je sais qu'aujourd'hui on peut tomber, mais je sais aussi qu'on peut se remettre debout grâce à l'aide des personnes qui te font comprendre que tu mérites d'être vu, d'être soutenu et que toute vie a en soi une possibilité. Et moi, cette possibilité, je l'ai retrouvée grâce à Icaro. Ilaria s'est diplômée et aujourd'hui vient à Icaro à aider les jeunes plus jeunes qu'elle. L'autre rencontre que je voulais vous raconter, c'est la rencontre avec Marco. Ce sont des noms de fantaisie inventés. C'est un garçon qui a commis de graves erreurs et qui l'ont conduit en prison. Quand il est venu à Icaro, après un certain temps, il m'a dit « Mais ici, tout est gratuit, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit « Oui, pourquoi ?» « Parce que je le sens. » Et je lui ai demandé comment ça, et il m'a dit même si je suis fini en prison, je reconnais immédiatement la gratuité parce que je l'ai apprise de ma mère. Et ici, je la vois. Ici, c'est un endroit où l'on peut revenir quand on ne sait plus où aller. Voilà, ce sont seulement deux de beaucoup d'exemples que j'ai vu se produire à Icaro. Et pour terminer mon intervention, j'avais à l'esprit une phrase de Don Giussani, du Père Giussani qui disait personne ne génère si on n'est pas généré. Être généré, donc reconnaître que la vie est un don et quelqu'un avec le Q majuscule, en ce moment, est en train de nous donner la vie. Donc cette vie devient encore plus belle si on peut la partager avec les autres. Donc ça, c'est l'expérience que je vois se produire à Icaro. Da due luoghi a una condizione. Deux lieux et une condition qui semble irrécupérable, mais où il y a un espoir. Chiara Griffini, la présidente du service national de la tutelle du CEI, à toi la parole. Merci, bon après-midi à tous. J'avoue que lorsque j'ai vu le titre du meeting,
m'est venue à l'esprit la mission du service tutelle, soit rentrer dans le désert de la confiance trahie, du silence, de la solitude générée par l'abus dans le domaine ecclésial et mettre en œuvre des processus de génération. Dans le quart de la roque, Eliot nous dit qu'on ne peut pas rebâtir avec ce qui reste, mais il faut de briques nouvelles, de gestes nouveaux, de nouveaux mots et des relations nouvelles. Il faut donc dans notre mission on implique des instruments tels que les réseaux d'écoute, des compétences partagées et de communautés qui sauvegardent, des communautés qui, au sein de leur parcours éducatif, remettent l'information à la tutelle. Parce que le mot tutelle ou sauvegarder, tueri, signifie regarder. Et l'éducation a comme son premier mouvement fondateur l'observer, le regarder. Et cela nous dit que parler de tutelle ou de sauvegarde ne signifie pas seulement de prévenir ou de contrecarrer ces choses, mais animer quelque chose qui fait partie de la vie communautaire. Faire en sorte que nos relations soient des relations que pour chacun de nous soient une motivation d'évolution à niveau individuel et à niveau social. Et les environnements que nous vivons, surtout les ecclésiales, doivent être des environnements où le respect et la dignité soient inviolables. Des valeurs qui permettent de rendre l'autre tuteur de l'autre, on peut dire. Et cela qui ne devient pas quelque chose de lié à la possession de l'autre. Pour faire cela, il faut un travail de formation très délicat. Et c'est le premier atout que nous avons mis en œuvre. Dont les principes cardinaux, c'est celui de la responsabilisation communautaire. Chacun doit faire sa propre partie. Pour faire quoi? Pour être ce facteur extérieur qui fait la différence, qui empêche au contexte d'être enneigé de quelque sorte, pour faire en sorte qu'une relation ne manque pas son objectif. Mais au cœur de tout cela, il y a un passage très délicat que je voudrais partager, qui est l'écoute des personnes qui ont été blessées. Le deuxième principe de ligne de guidage de l'Église italienne, c'est précisément l'accompagnement des victimes, parce que l'écoute, c'est la première forme de prévention. Et ce n'est pas un cas si, à côté des services diocésains de tutelle de mineurs qui promeuvent l'activité formative et éducative, on a aussi les centres d'écoute où toute personne qui peuvent se définir victimes d'abus ou des familiers peuvent faire référence, mais aussi ceux qui se tournent vers ces centres peuvent aussi parler avec les autorités civiles. On parle de centre d'écoute parce qu'on met au centre la personne avec ses besoins et ses besoins de justice. Et donc, je voudrais prêter la voix à la mère d'une femme, mère d'une victime d'abus, qui a décrit de réflexions proposées. Mais voilà que dans la désorientation et dans le scandale discret et délicat arrive la présence de l'Église, qui, blessée à son tour, ne renonce pas à se prendre soin de ceux qui ont été blessés. Et avec les centres d'écoute, soutient les familles, tout d'abord, dans raconter tout ce qui arrive. Et puis, avec des évêques et collaborateurs, avec des initiatives concrètes, démontre son exemple pour donner un visage à ces actes, en les appelant avec leur nom, les définissant tels qu'ils sont. Des abus
de la bonne foi de beaucoup de personnes, de gens, de leur confiance spontanée et innocente, de leur crédibilité et du message de l'Évangile, et surtout ce qui doit être dénoncé aux autorités civiles et ecclésiastiques. Voilà une partie des réflexions qui ont été rendues publiques à l'occasion de la journée nationale dédiée à partir de 2021, le 18 novembre de chaque année, en coïncidence avec la journée internationale qui est appelée aujourd'hui comme ça. Tout cela pour dire comment l'Église se pose dans la société civile pour contrecarrer ce phénomène, pas seulement en son intérieur, mais pourquoi cela devient un langage universel. Et les réflexions pour la journée l'année dernière ont été confiées à des victimes survécues à ce phénomène. Ce premier fragment nous permet de bien écouter en deuxième intervention qui nous offre une nouvelle brique, un fragment d'une réflexion d'un couple de parents qui se trouve sur les sites de sauvegarde de mineurs. À l'éclat du scandale, notre communauté s'est immédiatement divisée par l'accusateur et l'accusé, blessés par ce qui était arrivé, aveugle face à l'évidence des faits. Dans un instant, des années d'amitié humaine et de fraternité chrétienne ont laissé de côté la lutte entre les factions. Ce qui nous donne de l'amertume, c'est que le critère de la division était dans la personne de l'abusateur. Une difficulté énorme pour transcender, aller au-delà de la circonstance, pour se mettre dans les bras du Seigneur et se soigner du Seigneur. Cette expérience religieuse qui est en train de suivre expressait un jugement sur ce qui était arrivé. Et les communautés se sont activées pour mitiguer les conflits entre les personnes. Désormais, il est passé plus d'une décennie avant que d'autres personnes dans l'Église s'occupaient de ce qui avait été abusé, en première personne ou par lien familial. Je voulais lire ce petit morceau de texte parce que je pense qu'il dit quelque chose de très important, une brique nouvelle qu'on doit ajouter, celle de regarder à ceux qui ont du courage de signaler pas ce qui a causé le tsunami, mais ceux qui ont rappelé la communauté à retrouver la force de ce lien et faire un travail sérieux de révision pour que la communauté comprenne pas seulement ce qui est arrivé, mais surtout se concentrant sur l'exercice de l'autorité et sur la confiance des relations. Je voudrais aussi conclure avec une troisième brique qui vient du commentaire biblique de la dernière journée. C'est l'histoire d'une victime qui a lu ce qu'il a subi à travers l'histoire de Joseph et de ses frères, et en représentant la fraternité qui s'est brisée et qui peut renaître, et dit cela. Sans un pardon authentique qui implique le chemin de ce qu'il doit offrir et ce qu'il doit recevoir de quelque manière, aucune veste peut être réalisée. Toute pièce. Je crois que tout cela nous permet de comprendre comment les briques nouvelles soient un regard nouveau sur l'abus, qui est différent de la forme d'actes criminels. On pourrait donc entreprendre des parcours authentiques pour ceux qui ont été blessés et de rééducation de qui a fait des blessures, parce que l'Église n'oublie pas jamais personne
afin qu'il y ait une notion de réparation et de justice pour tout le monde. Merci à vous. Allora passiamo alla... On passe maintenant à la question suivante, mais ces choses peuvent collaborer avec l'administration publique. Je donne la parole à Paolo Gobbi, le président du centre service pour les bénévolats dans les Marches, dans la région Marche, et à Quarchioni aussi. Merci et bonsoir à tous. En marchant aujourd'hui au meeting avec Luigino et Guido Canavesi, ils m'ont dit que 7 millions d'Italiens font du bénévolat. Luigino et moi, donc, on essaie de soutenir et supporter ces personnes et ces associations. Le Forum est une association politique depuis 33 années et donne les CSV, des consulences, la participation à des services gratuits et des concours, mais on s'est rendu compte, comme Vitalini l'a dit aussi, qu'il ne suffit pas de rester seul, mais il faut restaurer et avoir une relation avec les administrations publiques. Donc, à partir d'une intuition de Simone Bucchi, mon prédécesseur, on a commencé en 2020 une relation qui ont donné la vie à 5 projets avec la région Marche, à travers lesquels des associations, avec des petites associations qui sont plus de 700 dans les Marches et 450 font partie du CSV. On a commencé à faire des projets dans lesquels l'association continuait de faire ce qu'elle savait faire, donc les activités du quotidien. Et alors que nous, on supportait des activités de monitorage, de communication. Tout ceci parce qu'on voulait être une agence de développement de manière concrète de notre territoire. À partir de cela, on a vu naître des activités très intéressantes et très importantes. Donc des associations qui sont reparties à travers une collaboration avec l'État. Toujours ensemble, comme on disait au début de cette intervention. Je me souviens très bien des visages très contents de cette association parce que même après une année, ils trouvaient une utilité, une correspondance en tout cela. Donc l'utilité que le CSV donnait et des relations qui se développaient au fur et à mesure. Donc un support mutuel. Cela a été une activité collaborative. On a fait des projets différents. Le Riesco, le premier projet, c'est le nom du premier projet. On l'a fait avec beaucoup de bonheur. Le deuxième, c'est Faisons Réseau, le nom du deuxième projet. C'est-à-dire mettre en relation les associations du territoire et les faire collaborer entre elles parce que jusqu'à ce moment, elles le faisaient toutes seules. En pensant à ce que le cardinal Zuppi disait ce matin, tous étaient des briques individuelles, mais qui n'étaient pas communauté. Et donc, on a contribué à faire en sorte que tous les briques soient mises ensemble pour construire une maison, une structure dans laquelle on pouvait créer une communauté. Une communauté d'intérêts, de rencontres et des valeurs. Ceci a été reconnu et les associations veulent participer toujours plus à ces projets parce que cela a été très important. Ce sont des moments de collaboration avec les administrations publiques. Je veux citer même le dernier projet qu'on a réalisé. C'est un projet de un projet partagé, alors que les autres, c'était juste des concours très simples. Mais en ce cas, on a collaboré avec l'assesseur Biondi des Marches, avec les CSV qui a facilité ces rencontres et avec l'association du territoire, mais non pas avec les associations du territoire, mais avec le partage de ces parcours.
On a fait un parcours qui a été véritable, qui a été vrai, parce qu'on a vu se réaliser une subsidiarité qui a aidé tout le monde, parce qu'on a compris les besoins de tous pour mieux comprendre l'homme, comment il vit dans la région qui est la région de notre territoire, les Marches. Et pour répondre à ta question, est-il possible de collaborer, de vivre ensemble? En pensant à ces cinq années, à ces projets, cela m'a touché l'importance des corps médiateurs, parce que l'État et les administrations publiques peuvent supporter notre société, et c'est grâce à la collaboration avec eux qu'on peut faire un projet ensemble. À travers ces corps médiateurs, on peut contribuer et on peut maintenir le cœur de ces sociétés et de ces associations grâce à ces interventions. Merci beaucoup. Buon pomeriggio a tutti. Bon après-midi à tous. Je voudrais remercier Paolo qui a déjà raconté tous les 5 projets. On le lit sur l'écran et je le lis très rapidement. Je voudrais vous donner l'enseignement de cette année d'expérience que nous avons eue. Les 5 projets ont été réalisés sur une période de 5 ans. Le Welfare Cult et le dernier, c'est Racine. Racine est encore en cours, mais le premier correspondait à la période du Covid, aux demandes, aux questions, aux dramaticités qu'on devait affronter dans ce moment-là. Et puis, Facciamo Rete, c'était un projet où on avait déjà compris le type de blessure que le Covid avait laissé et avait apporté. Et donc, des besoins, des demandes se sont aggravés et se sont présentés et encore plus présents. Et puis, nous nous sommes dédiés aux événements du secteur tiers. Nous n'étions pas préparés à une révolution telle que celle que nous avons vue. Nous avons dû réorganiser les bénévoles, les équipes et redonner un visage à tout cela. Et puis, Welfare Cult, à travers le sens des initiatives culturelles, dans la modalité la plus élargie, on a pu pouvoir changer la communauté. Et puis, le dernier, c'est Racine, Radici, où on a un élément très vif avec la région Marche et les CSV, des femmes et des hommes qui ont une croissance spécifique dans ces projets. Nous avons destiné aux associations de ce quartier de propositions nouvelles. Et nous sommes dans cette phase. C'est une phase responsable parce que les 18 réseaux qui représentent les 18 présides territoriales on dit qu'une part de cet argent doit aller destinée aux activités que nous faisons. Tout simplement, les services que nous avons faits sont 247 116. Et je mentionne les dernières 6 parce que imaginez ce que signifie pour nous tous ces projets et pour la communauté de région des Marches. Et puis, je conclus en vous redonnant 3 sensations, on peut dire 3 enseignements que ce projet nous a donnés. Le premier, de crise, il naît de choses très bonnes.
dans le moment où était éclaté le Covid, on avait une demande et des besoins et des pauvretés qui avaient explosé, comme je disais, une rage sociale nous avons vécue et les organismes du secteur tiers qui étaient en marche et avec les bénévoles et leurs difficultés. Donc voilà la difficulté à répondre à toutes ces questions. Entre nous, CSV et Forum, nous avons eu une collaboration outre les sujets des événements publics. Les fondations bancaires ont partagé avec nous un parcours qui a accompagné la garantie pour les garanties financières. Lorsqu'il a une chef qui dirige toutes ces opérations, n'a pas de garantie pour avoir de ces garanties de 2 millions d'euros. On est capitalisé. Capitaliser la vie des organismes du secteur tiers. Nous garantissons 50%. 30% de cette garantie-là l'a placé la banque qui a placé la garantie. Et puis, les 20% a été destiné aux autres choses. Dernière autre considération interne, ce projet a fait du bien au secteur tiers parce que nous ne sommes pas immunes à la crise que la société est en train de vivre. Lorsque quelqu'un était en train de nous raconter que nous sommes dans une marasme social où l'ego prévaut sur nous. Lorsqu'on entendait cela, nous étions vraiment préoccupés. Mais aussi les secteurs terres ont peur du changement. Et les projets avec ces 5 années d'expérience nous ont fait découvrir des choses nouvelles et avoir moins peur de trouver des alliés, de partager de nouveaux bilans, de budgets, etc. Et tenter de se frayer un chemin dans cette direction. Il était un enseignement vraiment fantastique pour nous tous, une expérience désirable, on peut dire. Et je conclue avec une boutade. Et c'est la sensation que vous m'avez restituée. Imaginons-nous, les secteurs tiers. À qui doit-on poser des questions dans un moment comme celle-ci? Merci. La parole à Don Matteo. Je donne la parole à Père Matteo. La seule chose serait de dire merci parce qu'on a tout dit et je pense qu'on a écouté des témoignages, comme Maïla l'a dit, qui vraiment valent beaucoup de participation, beaucoup de réalité, beaucoup de souffrance aussi, beaucoup de désert. Parce que des situations que l'on a écoutées, souvent il y a beaucoup de solitude dans ces situations et il y a des difficultés terribles parce que on doit donc remercier ces invités. Dans l'aspect non confundit, dans la jubilé qu'on est en train de vivre, en ce meeting qu'on est en train de vivre, très particulier, nous aide à comprendre et à regarder avec espoir, comme Giorgio disait au début. Mais comment est-il possible d'avoir espoir dans une situation difficile comme celle-là? Mais l'espoir, c'est ceci. On n'a pas d'espoir quand les choses vont seulement bien.
On voit de l'espoir quand il n'y a pas d'espoir. On la trouve dans une situation de ce genre. Je voudrais donc dire 2 phrases. La première, c'est que c'est très bien faire attention au bien qu'il est dans le monde entier pour ne pas tomber dans la tentation de la violence et de la souffrance. C'est vrai. Après, on pourrait être cynique, pragmatique, prudent, sûrement. Quand aujourd'hui j'ai cité une chanson, les personnes qui sentent bien, mais sont bien de cette manière que le bien ne veulent pas le partager, donc ils perdent ce bien. Et l'autre chose qui disait le pape François, c'est l'alliance, vous le disiez très bien, c'est l'alliance pour l'espoir social. Il demandait l'alliance, la coopération, coopérer, qui soit inclusive et non pas idéologique. Quel travail pour l'avenir. Et je crois que toutes ces expériences naissent par cette alliance qui n'est pas facile du tout, qui n'est pas gagnée. Et Giorgio, on sait très bien que quand on parle de subsidiarité avec lui, c'est chose gagnée, c'est son thème. Mais ce n'est pas une chose fixe par Giorgio. Et heureusement qu'il a cette prérogative, mais qu'il ne... Voilà. Mais l'alliance sociale est la subsidiarité, le penser ensemble, l'autoréférentialité, qui voudrait dire de jeter les ressources, comme quand l'Évangile dit à un certain point, tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien de ce que tu avais avant. Tu as fait des affaires, tu as fait tout ce que tu pouvais avec le rien, mais maintenant tu n'as plus rien. Je l'enlève, je vais l'enlever, je vais le donner à quelqu'un qui peut bien faire avec ceci. Avec beaucoup de souffrance, on peut dire que ceci est l'expérience de la subsidiarité. Je veux donc dire que je veux faire un applaudissement à Giorgio dans le spécifique parce que sur cela, sur la subsidiarité, il est vraiment sur le point. Je veux juste ajouter quelque chose sur le discours du secteur tiers. C'est très juste, mais quel est le grand risque en tout cela? Il y a le risque de se homologuer, de perdre la valeur qu'on a ajoutée, qui est fondamentale. Ce plus qui doit être à côté de la gratuité. Vous tous, les invités, vous avez dit que la gratuité est comme ma mère. La gratuité est un peu comme la mer que quand il y a la gratuité et sans la gratuité, le secteur tiers risque de s'homologuer et de devenir quelque chose d'autre, de se perdre. Et cela est un défi. Encore plus, parce que c'est un défi, on doit collaborer, on doit faire subsidiarité, avoir cette capacité en évitant et en défendant la gratuité comme dimension fondamentale. La minorité créative, je veux juste dire quelque chose des paroles qu'on vient d'écouter, de ce qu'on a été pour moi des expositions vivantes, appelons-la de cette manière. Ces invités ont été pour moi des briques, pour moi, des expositions vivantes dans tout leur discours pour des différentes raisons ordinaires, même si tout est extraordinaire, mais il est très facile et très possible et même très nécessaire le travail dont Chiara parlait pour défendre les plus faibles et les victimes.
rien est perdu, tout peut se remettre en debout et tout peut être soutenu. Je veux dire une dernière chose. Autre temps, on parlait de réussir à faire des miracles avec rien du tout. Ça, c'est notre force. Donc, de faire partir des choses très belles avec peu de choses. Mais si à un moment, pour aller de l'avant, on doit s'engager vraiment beaucoup, mais on sait si l'année prochaine on a encore la convention, si on n'a plus de support par l'administration publique, si les expositions vont changer aussi. Je vais faire un exemple sur ce que Maïla disait aussi. Donc, s'il y a d'autres priorités, par exemple, tout est remis en discussion. Donc, je crois que il y a de la part des institutions la conscience de responsabilité qui est énorme, qui est vraiment très grande et dont on a droit, même parce que pour avoir une continuité et une stabilité. Et stabilité veut dire que ces associations soient reconnues. Ces efforts et cette professionnalité doivent être reconnus avec continuité. J'ai vu la délicatesse des maladies qu'on ne voit pas, mais qu'on voit. Par exemple, tous les problèmes qu'on peut voir, mais qu'on ne peut pas voir, comme par exemple la nécessité d'une programmation à long terme qui doit avoir une reconnaissance, parce que si on n'a plus de reconnaissance, ça devient dangereux pour tout le monde. Et cela peut devenir aussi une autre difficulté pour ceux qui sont déjà en difficulté. Et même avec... il y a beaucoup de phrases qui m'ont touché, que j'ai retenues. La créativité et la subsidiarité se voient partout. Ils ont nous invités à raconter beaucoup de choses créatives. La nécessité est bien importante parce que dans le bien-être, nous sommes des animaux qui ne comprennent rien, disait le psaume. La nécessité nous aide à rester et à être créatifs. Mais ça vaut aussi à un cri d'aide qui doit trouver des réponses et des réponses très claires. La gentillesse envers soi-même et de ceux qui arrivent avec les yeux par terre. C'est vrai. Ceux qui ont les yeux par terre, ceux qui sont avec les yeux qui ne regardent personne dans les yeux, sont partout. Mais il faut donc croiser le regard des autres, continuer à être créatif et continuer à défendre la subsidiarité qui est une façon pour donner du travail à tout le monde. Merci. Allora ringrazio moltissimo. Je remercie beaucoup nos interlocuteurs ici présents et son éminence, Monsieur le cardinal Zuppi, Don Matteo, soi-disant. Et en finissant avec une boutade qui vient d'un chanteur que j'adore, qui est Iannacci, qui nous dit quelle est l'origine de la gratuité. Disait de ce barbon qu'il paraît personne, parce que chacun de nous vaut. Et il ajoute, il avait les yeux bons, parce que si tout permet de lui lever le regard, lui, tu peux voir que les yeux sont bons, mais les yeux deviennent comme ça si on sait les regarder. Et voyez que cela, c'est toujours un projet politique. Je vous remercie.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Con la propria vita. esiste anche grazie a te. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca.
vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.